Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le langage qui peut sembler un peu secret de la fertilité féminine. On pense souvent que c'est une sorte de loterie, mais en réalité c'est une partition hormonale d'une précision incroyable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à la lire et même à l'influencer. Alors, est-ce que la fertilité, c'est juste une question de chance? Eh bien, pas vraiment. C'est avant tout un balai hormonal qui est réglé au millimètre près. Et c'est ça qui est fascinant en fait. Ce n'est pas du hasard, c'est une mécanique biologique qu'on peut tout à fait explorer et comprendre. Pour bien se représenter la chose, l'image qui marche le mieux, c'est celle d'une symphonie. Imaginez que le corps est un grand orchestre et que chaque hormone est un instrument. Forcément, pour que la musique soit harmonieuse, eh bien, tout le monde doit jouer juste et au bon moment. C'est exactement ça. Chaque cycle menstruel, c'est une nouvelle partition qui est jouée. Et si un seul instrument est désaccordé, ou s'il se met à jouer trop tôt ou trop tard, c'est toute la mélodie qui risque d'être compromise. Le but du jeu, c'est donc que chaque hormone joue sa partie au bon moment et avec la bonne intensité. Et qui est à la baguette de cet orchestre? C'est ce qu'on appelle l'axe HPO. C'est vraiment le trio de commande. Tout en haut, dans le cerveau, on a l'hypothalamus qui donne le tempo. Juste en dessous, l'hypophyse relaie les ordres aux musiciens, qui sont les ovaires. Et ce sont eux qui, en réponse, vont jouer la musique, c'est-à-dire produire les hormones qui vont mener à l'ovulation. Une autre image que je trouve géniale pour comprendre ça, c'est celle du jardin. La FSH, ce serait la pluie qui vient nourrir plusieurs petits follicules en début de cycle. L'œstrogène, c'est le soleil qui permet au plus beau d'entre eux de bien mûrir. La LH, ce serait comme une brise soudaine qui le fait se détacher, c'est l'ovulation. Et enfin, la progestérone, c'est le sol, la terre bien riche, qui prépare l'utérus à accueillir la petite graine. C'est une image toute simple, mais elle illustre parfaitement cette belle mécanique. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, si on allait rencontrer les solistes de cet orchestre. Qui sont ces fameuses hormones et quel rôle précis jouent-elles dans cette symphonie du cycle? Alors voici nos 5 stars. On a l'AMH qu'on peut voir comme la bibliothécaire qui gère le stock de la réserve ovarienne. Ça, c'est un point super important à comprendre. Si le taux de FSH est élevé en tout début de cycle, ça veut dire que l'hypophyse doit crier plus fort pour que les ovaires réagissent. C'est souvent l'un des premiers signes que la réserve ovarienne commence à baisser et que les ovaires ont un peu plus de mal à répondre aux ordres. Un autre indice clé, c'est le fameux rapport entre la LH et la FSH. Normalement, en début de cycle, elles sont à peu près au même niveau. Mais quand la LH est anormalement plus élevée que la FSH, c'est une caractéristique très fréquente du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, qui est une des causes majeures de troubles de l'ovulation. Mais justement, que se passe-t-il quand cette belle symphonie est perturbée? Quelles sont les fausses notes les plus courantes qui peuvent venir gripper la machine et affecter la fertilité? Ce graphique, il parle de lui-même. Quand on arrive à identifier une cause à l'infertilité, on voit que les troubles de l'ovulation représentent une part énorme, entre un quart et un tiers des cas. Et qui dit trouble de l'ovulation, dit très souvent déséquilibre hormonal en coulisses. Et la cause numéro 1 de ces troubles ovulatoires, c'est le SOPK. Il touche entre 8 et 13% des personnes en âge de procréer. Ça peut sembler abstrait, mais ça veut dire qu'environ une personne sur 10 est concernée. C'est une condition assez complexe où tout un tas de déséquilibres hormonaux empêchent l'ovulation de se dérouler normalement. Ici, on voit bien la différence, c'est presque le jour et la nuit. D'un côté, un cycle équilibré, où tout roule, de l'autre, le cycle typique du SOPK. Souvent, pas d'ovulation, un taux d'hormones masculines, les androgènes, qui est trop élevé, et très souvent, une résistance à l'insuline. C'est ce dernier point qui met le bazar, car le corps doit produire plus d'insuline, ce qui pousse les ovaires à produire trop d'androgènes, et ça bloque l'ovulation. C'est un vrai cercle vicieux. Bien sûr, le SOPK n'est pas le seul coupable. Il y a d'autres fausses notes possibles. Une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, un excès de prolactine, cette hormone liée à l'allaitement, ou encore un manque de progestérone après l'ovulation, ce qu'on appelle un déficit lutéal. Et il ne faut jamais oublier le stress chronique, dont le cortisol, l'hormone du stress, peut venir perturber toute la partition. D'accord, mais alors concrètement, comment on fait pour savoir ce qu'il se passe dans son propre corps? Comment on apprend à lire cette fameuse partition hormonale? C'est là que les bilans sanguins entrent en jeu. Ce tableau, c'est un peu votre kit de détective hormonal. Il résume les tests les plus importants. L'AMH, qui peut se faire n'importe quand pour avoir une idée de la réserve ovarienne. Le couple FSH et estradiol, à faire au tout début du cycle pour voir comment les ovaires démarrent. La progestérone, environ 7 jours après l'ovulation pour vérifier si elle a été de bonne qualité. Et la TSH pour la thyroïde. Et j'insiste sur un point, pour la plupart de ces tests, le moment de la prise de sang est absolument capital pour bien interpréter les résultats. En plus de ces bilans, il y a des outils super utiles qu'on peut utiliser à la maison. Les tests d'ovulation urinaire, par exemple, qui détectent le pic de LH, le fameux signal de départ. Il y a aussi la courbe de température basale, qui permet de confirmer après coup que l'ovulation a bien eu lieu. Et bien sûr, les applications de suivi, qui sont géniales pour repérer des tendances sur le long terme. Bon,
Une fois qu'on a une meilleure idée de la musique qui se joue à l'intérieur, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire pour aider le corps à retrouver son harmonie. On peut devenir, en quelque sorte, son propre luthier et réaccorder ses instruments. Pour ça, il y a 4 piliers fondamentaux. D'abord, le sommeil. C'est la base pour réguler le cortisol. Ensuite, l'alimentation. Il faut des fibres, des bonnes graisses et des aliments qui ne font pas grimper le sucre en flèche. Le mouvement, une activité modérée, c'est excellent pour la sensibilité à l'insuline. Et enfin, la gestion du stress. Parce que moins de cortisol, c'est moins de perturbations pour notre chef d'orchestre, l'axe HPO. Ce témoignage, il est vraiment parlant. Il montre à quel point identifier la cause précise d'un déséquilibre peut tout changer. Ici, c'était un simple médicament qui mettait le bazar. L'investigation, c'est vraiment la clé. Ça montre que ce n'est pas toujours une fatalité. Finalement, la clé, c'est peut-être tout simplement ça, l'écoute. Apprendre à décrypter les messages que le corps envoie à travers les cycles, les symptômes, les niveaux d'énergie. Parce que comprendre son propre langage hormonal, c'est se donner le pouvoir d'agir. C'est devenir le chef d'orchestre de sa propre symphonie. Et ça, c'est peut-être le pas le plus important de tous. Merci de m'avoir écouté.